Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous du Forum des rédactions. Aujourd'hui, nous allons parler de certains sujets d'actualité avec mes invités déjà au plateau. Nous parlerons de la création d'une cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations CDP à la présidence. Nous parlerons également de l'interpellation de passagers béninois à l'aéroport d'Abidjan. Nous parlerons du paiement des factures de la SB2E en ligne et puis de l'instauration des redevances à l'exportation par le dernier conseil des ministres. Et si le temps nous le permet, nous parlerons également des cas de viol répétés au Bénin. Mes invités sont déjà au plateau. Je vous les présente juste après cette virgule. Parfait Bokor, bonjour. Bonjour Mauril, je salue les téléspectateurs de Eden TV. Vous êtes le directeur de publication de Dynamisme Info. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est cela. Roland Laurent Tonnikes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Voilà, déjà sans transition, on aborde le premier sujet qui concerne la création d'une cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. L'objectif, comme le dit le gouvernement, est de renforcer la participation citoyenne au contrôle de la gestion des affaires pratiques. Laurent Roland Tonnikes, cette cellule, ou du moins c'est la création de cette cellule, est-elle opportune? Alors, demander sur ici la création d'une telle cellule est-elle opportune ou pas, je ne suis peut-être pas bien placé pour le dire, mais je vais peut-être faire un constat que nous avons déjà dans ce pays ce qu'on appelait, ou bien ce qu'on appelle, l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Quel a été le bilan de l'autorité nationale de lutte contre la corruption? On a vu Jean-Baptiste Elias dénoncer des affaires sous ce régime, lesquelles affaires, on a vu comment ça a abouti, et au finish, comment est-ce que Jean-Baptiste Elias a été, plus ou moins à la fin de son mandat, de toute façon, n'est plus à la tête de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. C'est un fait. On a vu un chef d'État dans ce pays marcher pour lutter contre la corruption. On a vu ce que ça a apporté. Alors pour moi, est-ce que cette cellule est opportune? C'est dans la faisabilité, dans la mise en pratique des actions de cette cellule qu'on pourra peut-être nous convaincre qu'elle est opportune. Sinon que pour moi, en tant qu'observateur, et quand je regarde un peu les différentes situations qui ont prévalu au cours des différents régimes, je me demande si une telle cellule logée à la présidence de la République sera effectivement libre pour travailler. Pourquoi loger? Pourquoi vous dites loger? Oui, mais c'est à la présidence de la République. C'est bien dit que c'est à la présidence de la République. Oui, bien sûr. Et justement, donc, quand on dit à la présidence de la République, mais, attendez, on dit une cellule à la présidence de la République. Vous voulez qu'on dise que ce soit logé alors dans le département du Ouagadougou? Est-ce que le fait que cette cellule soit logée à la présidence pose un problème? Ça pose un problème pour moi. Lequel? Ça pose un problème et je vous explique. Le problème que ça pose pour moi, c'est que dans une certaine mesure, moi, citoyen, vous voulez, sachant que le chef de l'État forme son équipe, et c'est les gens qui la confiance, c'est les gens qui sont ses amis fidèles, qu'on ne le veuille pas, il y a des gens qui seront des intouchables, et qui sont des intouchables de la République. On a vu des gens qui ont été cités dans les affaires sous Boniaï, mais qui jusque-là sont libres de leur mouvement et qui sont des intouchables. Alors donc, dans cette situation, je me demande si cette cellule pourra être efficace pour lutter et pour mettre hors d'état de nuit ces personnes qui, entre-temps, ou bien en griffe, sont peut-être des intouchables. Je veux donner un exemple terre à terre. Vous voyez, pour moi, cette cellule aurait pu être une cellule indépendante de la présidence de la République, avec des acteurs de la société civile qui s'y connaissent dans le domaine de la lutte contre la corruption, dans les dénonciations, et je tirerai un coup de chapeau au gouvernement. Mais du moment où cette cellule est logée, puisqu'on a dit à la présidence de la République, lesquels acteurs qui seront là seront choisis par le chef de l'État et qui seront tenus, puisque, qu'on ne le veuille pas, ceux qui vont travailler pour cette cellule seront nommés par le chef de l'État, qu'on ne le veuille pas, et ont un droit de reconnaissance, en tout cas, vis-à-vis du chef de l'État et de son équipe. Donc, dans une certaine mesure, pourront-ils avoir les mains libres pour faire le travail? C'est là ma question. Je ne remets pas en cause la création de la cellule, je ne remets pas en cause
entre griffes son efficacité pour autant. Mais je me demande pourquoi la loger à la présidence de la République, ne pas la mettre hors de la présidence de la République avec des acteurs qui sont indépendants, qui ne sont peut-être pas des acteurs politiques, mais peut-être des acteurs de la société civile. Puisque vous le dites, peut-être que le chef de l'État tiendra compte de vos suggestions. Eh bien, évidemment, puisque cette ligne n'est pas encore effective, en tout cas pour ainsi dire, je crois que c'est à nous maintenant de rappeler au chef de l'État que dans cette condition, il a la bonne volonté. Mais dans la bonne volonté pour continuer dans le droit chemin, pour faire en sorte que les Béninois n'aient pas à s'inquiéter à aller dénoncer des situations de mauvaise gouvernance ou de corruption, il va falloir travailler à mettre peut-être des acteurs de la société civile, des personnes indépendantes de la politique qui ne sont en rien redevables ni au chef de l'État ni à un quelconque membre de son gouvernement. Parfait Bokor, votre réaction, est-ce une cellule de plus Bon, moi je ne dirais pas d'emblée que c'est une cellule de plus. Je crois que l'inquiétude de Laurent, que je partage d'ailleurs, c'est que c'est comment faire en sorte pour que cette cellule-là ne soit pas un organe politique. C'est un peu cela. Vous savez, cette cellule qui sera implantée à la présidence de la République, pour moi aussi, ça pose un véritable problème. Ça pose un véritable problème en ce sens que c'est le chef de l'État, quoi qu'on dise, qui aura quand même à veiller sur le choix de ces hommes-là qui vont travailler dans cette cellule-là. Et ce qui aurait été bien, c'est qu'il y ait une concertation et que tout le monde prenne part quand même à cette lutte contre la corruption. Ce qui est déjà bien, c'est que on sent une volonté, la volonté est de plus en plus affichée, on sent une volonté de lutter contre la corruption, de lutter contre ce fléau-là qui a quand même la peau dure. Donc on sent cette volonté-là. Mais ce qui est bien et ce que Laurent a rappelé tout à l'heure, cette inquiétude-là, c'est que cette cellule soit logée à la présidence. Ce qui serait bien, le pion sur lequel on peut... Est-ce que vous partagez l'avis de Laurent qui souhaiterait qu'on mette, par exemple, dans cette cellule-là, des acteurs de la société civile qui ont cette expérience de lutter contre la corruption? Forcément, voilà les choses qu'on a souvent manqué de faire. On ne confie pas souvent aux spécialistes cette tâche délicate-là. En principe, c'est les spécialistes-là qui devront s'occuper de cette tâche délicate, de sorte qu'on ait les résultats. Mais rester à la présidence, on dit que c'est à l'encontre des agents publics. Donc, quand ce guichet-là, moi j'appelle ça un guichet qui sera logé à la présidence. Oui, c'est un guichet. Quand ce guichet-là de recueil, cellule. Non, c'est un guichet de recueil et de traitement des plaintes, de recueil, de dénonciation et de traitement des plaintes pour des suites. Donc, quand ce guichet-là sera installé, bon, donc quand vous avez des dénonciations à l'encontre d'un agent public, c'est qu'il y aura certainement un numéro vert ou bien il y aura cette possibilité-là qui sera offerte quand même aux dénonciateurs-là pour pouvoir appeler, pour pouvoir faire porter leur plainte. Et justement, à ce niveau, ça pose problème parce que il y a que les gens peuvent avoir de réserves sur ce 2 poids 2 mesures. Parce que actuellement, telle que la lutte là, elle est menée, la lutte contre la corruption est menée là, malgré l'effort, la détermination, la volonté qui est affichée, on continue de sentir un 2 poids 2 mesures parce qu'il y a des gens qui sont interpellés, inquiétés, pendant que d'autres ne sont pas inquiétés. Et des gens ont été interpellés dans le cercle du chef de l'État. Oui, mais ça, c'était en début de mandat. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous voyez, il y a une dame qui est en prison. Vous savez qu'il y a une dame qui est actuellement en prison dans le cadre des élections et qui a fait un certain nombre de révélations. Et ces révélations sont restées jusqu'à ce moment-là sans suite. Pour que cette dame qui a bien dit que des gens sont venus, des parlementaires sont venus à Lomé, lui, ça dit stocker des fonds, escroquer. Voilà le mot même. Mais c'est resté sans suite. Mais quand ça se passe comme ça, vous pensez que il faut taper dans tous les camps. Quand on va taper dans tous les camps, moi, en ce moment-là, moi, je serai convaincu qu'une fois cette cellule-là, quand cette cellule-là sera mise en place, que les résultats escomptés là, les objectifs escomptés là, c'est que ces objectifs-là seront atteints. Sinon, l'aspect politique là, et ne me refusez pas de penser que ce cellule-là sera un organe politique. Laurent Toniquez, comment expliquez-vous la persistance de la corruption dans certaines structures de l'administration publique malgré cette lutte déclenchée contre ce fléau, si on peut le qualifier ainsi? Je suis heureux que vous me posiez la question parce que quand on a vu l'avènement du gouvernement de la rupture,
on a tout fait de diaboliser le régime de Boni Yayi, sachant qu'avant Boni Yayi, il y avait Mathieu Kékou, et les mêmes acteurs qu'on a vus sur Mathieu Kékou, ce sont les mêmes acteurs qui ont servi sur Boni Yayi, avec beaucoup de dérives, beaucoup de dégâts, et les mêmes acteurs qui ont continué à soutenir Patrice Talon depuis 2016. Et donc, on a tout fait de diaboliser Boni Yayi, mais on comprend aujourd'hui que le problème n'était pas Boni Yayi, n'était pas Mathieu Kékou, mais le problème fondamental, c'est le Béninois. C'est l'intellectuel béninois, c'est le cadre béninois qui pense que quand je viens à la fonction publique ou bien j'ai un poste de responsabilité, je dois m'enrichir du jour au lendemain, enrichissement illicite, permettez que je le dise comme ça. Mais alors qu'en réalité, quand vous venez à un poste politique, vous demandez à occuper un poste de responsabilité politique, vous y arrivez pour servir le peuple et non vous servir. Un sacerdoce, c'est bien évidemment. C'est pour servir le peuple et non se servir. Mais ce qu'on constate ici, c'est que quelqu'un qui est dans son village, ou bien qui a fait ses études, qui travaille peut-être comme directeur d'école ou quelque part, ou chef de service dans une structure, dans un ministère, qu'on nomme du jour au lendemain un dimanche pardon, non. qu'on nomme du jour au lendemain, qui, un jour, vous le voyez, qui était peut-être avec une moto bécane que vous connaissez dans le quartier, on connaît son salaire, mais qui du jour au lendemain est nommé, doit implanter tout un immeuble parce qu'il veut faire comme les autres. Parce qu'à un moment donné, il y a une question d'impunité qui prévalait, l'impunité qui prévalait. Et donc, du coup, tout le monde vient à la politique, non pas pour servir le peuple. Ailleurs, quand vous allez à la politique, c'est pour servir le peuple, pour faire bien. Mais chez nous, sous nos cieux, sous les eaux tropiques, malheureusement, on vient à la politique pour se servir, pour garantir un avenir pour sa famille, pour ses enfants, et en sacrifiant l'avenir de toute une communauté, en privant toute une communauté d'eau, privant toute une communauté de centres de santé, en privant toute une communauté d'écoles. Et on construit des maisons dans les rues, on a les maîtresses dans toutes les rues de Cotonou, on a des enfants par-ci, par-là, on en envoie en Europe qui reviennent drogués. Excusez le terme, il n'y en a pas mieux qui en envoient, qui reviennent drogués. Donc, au finish, on vient se servir pour sa famille sans penser à la communauté, à la grande masse. Et donc, de ce point de vue, pourquoi ce fléau persiste? Parce que les gens n'ont pas une conscience, la conscience de servir le peuple, ils ont seulement la conscience de venir se servir. Et il va falloir travailler à rééduquer le cadre béninois. Il va falloir travailler à rééduquer le citoyen béninois. Même le simple vulgarisateur que vous avez au bord de la voie, quand vous allez chez lui pour travailler à un moment donné, si vous avez peut-être votre chambre à air est percée une seule fois et que vous n'avez pas, vous n'êtes pas attentif, il est capable de vous dire que c'est 3 trous et de vous dire de changer. Et vous changez la chambre à air, il vous en vend une autre chambre à air. Et après, quand quelqu'un d'autre vient, j'ai une chambre à air qui est percée une seule fois, je te vends ça à 1000 francs. Donc, du coup, c'est dans notre tête. C'est déjà... Donc, il faut commencer une éducation à la base. À la base, pour dire aux gens, mais finalement, vous devez servir dans l'honnêteté, dans la crédibilité, dans la transparence. Parce qu'en réalité, au-delà de tout, quand vous voyez même les acteurs politiques qui le font, quand un régime passe et qu'ils n'ont pas la chance de servir le régime qui suit, il y en a qui ont servi Boni Yayi, qui ont été ministres puissants. Aujourd'hui, vous les voyez dans la circulation, vous ne pouvez pas les envier. Donc, vanité des vanités, tout est vanité. Il faut rappeler à ces cadres que vous venez pour servir, vanité des vanités, autant que vous allez faire à vous enrichir, à penser que vous êtes éternel, rien n'est éternel. Parfait, Bokor, le Béninois a-t-il l'habitude de dénoncer? Qui dénoncera? Qui est-ce, le corrupteur ou le corrompu? Mais aujourd'hui, je crois qu'avec le mécanisme qui sera mis en place, les gens pourront dénoncer parce qu'il est prévu la méthode d'anonymat. Il y a aussi cette possibilité-là. Vous pouvez dénoncer, garder votre identité et que votre identité ne soit pas révélée. Sinon, les gens ont beaucoup à dire. Les gens ont beaucoup à dire, ils ont beaucoup à dénoncer. C'est la peur dans le pays. Je crois que la dernière fois, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un avocat qui me disait au téléphone pourquoi tout le monde a peur dans le pays, pourquoi les gens ont peur de parler. Mais je dis, mais quand même, j'observe des gens qui parlent. Je donne comme exemple le cas de mon confrère Laurent qui est devant moi. Le bon analyste. Je donne comme exemple votre cas aussi. Non, le bon analyste politique que j'ai du plaisir à suivre. En fait, c'est la meilleure manière d'aider le gouvernement. Oui, c'est ça, mais ça dépend de comment les gens comprennent ça. Aujourd'hui, lorsque vous vous levez et quand quelque chose n'est pas fait dans le bon sens et que vous dites que vous aurez proposé qu'on fasse ça de cette façon-là, on vous tasse d'opposants, ainsi de suite. Alors que ceux-là, en direction de qui ce que vous proposez va, c'est que ceux-là même, ils savent que c'est vous êtes celui même avec qui il faut composer. C'est ça la réalité. Mais aujourd'hui, on veut que tout le monde applaudisse, même si ce n'est pas bon. Donc, comme vous revenez à votre question, je peux dire que les gens sont là et les gens sont même prêts, ils sont même pressés même de dénoncer parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'administration publique. Et quand on parle de corruption, on ne va même pas s'arrêter là.
Même pourquoi pas ne pas aller, même quand vous venez, par exemple, dans l'administration publique, la manière avec laquelle les gens vous accueillent, les gens qui vous amènent forcément à donner quelque chose avant de vous rendre un service, on ne vous dit rien, mais vous-même, vous savez que si vous ne donnez rien, on ne vous dit rien, mais vous-même, vous savez que si vous ne donnez rien, vous n'avez rien. Parce que vous allez, par exemple, c'est peut-être pour établir l'acte de naissance de votre enfant. Voilà des problèmes. Cette habitude. Oui, l'acte de naissance de votre enfant. N'est-elle pas reléguée au passé? Est-ce que ça se vit encore aujourd'hui? Ça se vit encore. Ça se vit encore. Vous allez là-bas et on vous propose peut-être. Vous savez, c'est des deux côtés. Hein. Si vous vous laissez corrompre, c'est que vous-même, vous êtes là. Et qui va dénoncer alors si vous posez ce acte? Oui, non, mais là, vous ne pouvez pas dénoncer. Mais il y a des faits, il y a de ces faits-là et qui sont même récurrents. Et les Béninois sont pressés de dénoncer. L'essentiel, c'est que la cellule soit mise en place et que le top soit donné. Moi, je pense par contre que les Béninois pourront-ils avoir le courage nécessaire, même si c'est sous anonymat, d'aller dénoncer au niveau d'une cellule qui est logée à la présidence de la République. Parce que n'oubliez pas qu'il y a... Ils n'ont pas besoin de se présenter. Oui, il y aura des lignes. On veut enregistrer des plaintes. Oui, justement, vous savez, le problème fondamental, c'est que le Béninois aujourd'hui a tellement une peur. Vous faites bien de le dire. Le Béninois a peur d'être situé, d'être localisé et de subir des représailles. Et donc, dans cette situation, et c'est pourquoi je disais que cette cellule aurait pu être mieux fonctionnelle quand on va la sortir du carcan de la présidence de la République. Les citoyens auront libre cours, même à visage découvert, d'aller dénoncer. Par contre, une fois qu'ils savent que c'est à la présidence publique, et sachant qu'aujourd'hui, même si vous parlez sous anonymat, on peut faire la traçabilité pour savoir où vous êtes. Combien de Béninois sont-ils prêts à aller maintenant oser affronter, dénoncer? Pourquoi? Parce qu'en réalité, si je prends tout au hasard un chef de service qui doit dénoncer son directeur, et que sachant que ce directeur a des parrains, et qu'il sait que, et il le dit d'ailleurs même à qui veut l'entendre, qu'il est intouchable, et sachant même qu'il a fait même peut-être des bêtises par le passé, et qu'on lui sait, et que malgré les dénonciations, il n'avait pas été touché, vous pensez que ce citoyen, ce chef de service, pourra avoir le courage d'aller le dénoncer? Il peut craindre les représailles. Et n'oubliez pas que c'est dans cette situation que les gens auront peur d'aller dénoncer, et cette cellule à la présence peut ne pas être fonctionnelle parce que les citoyens se diront mais où vais-je aller dénoncer, alors qu'en réalité, là où je vais dénoncer peut-être même des gens qui travaillent là. Vous avez répondu à la question que je devrais vous poser. Parfait, Boko, pensez-vous que cette cellule ne sera pas capable de renverser cette tendance du phénomène de la corruption? Non, bon, je ne peux pas le dire. Hein. C'est à l'œuvre qu'on va évaluer ce qui sera fait par cette cellule-là. Sinon, il y en a qui peuvent déjà dire que c'est une cellule de trop, étant donné qu'avant la création ou bien avant la mise en place annoncée de cette cellule, d'autres organes existaient déjà et s'occupaient quand même de la lutte contre la corruption. Et l'instrument qui doit même faire inquiéter les gens, excusez-moi, même si ça ne lutte pas directement contre la corruption, c'est la criette qui est là. Et quand on entend parler de criette, personne ne veut aller devant cette juridiction-là. Malgré que cette criette soit là, le phénomène de la corruption persiste. Donc, certainement, quand l'inquiétude de mon confrère Laurent par rapport, c'est-à-dire là où on a voulu loger la criette, je crois que c'est pour que le chef de l'État, la cellule, excusez-moi, je crois que c'est pour que le chef de l'État ait un regard sur ça. Le chef de l'État a voulu... Mais je souffre je ne partage pas ça. Je ne partage pas cette option. Pour dénoncer les faux frais que les gens prennent sur... Je pense fondamentalement que ce que nous faisons, achat il fait bien de parler de la criette pour les affaires de mauvaise gouvernance et de corruption. La criette peut être saisie. Une fois que la criette saisit, la criette peut faire ses enquêtes. Et quand la criette, au terme de l'enquête, voit que la personne incriminée n'est pas coupable, c'est simple. Donc, quand on revient à me dire que c'est une cellule de traitement, de traitement. Oui. Et donc c'est ça qui est mon problème. Parce qu'en réalité, cellule d'analyse et de traitement. Cela suppose que quoi? Cela suppose que quoi? Quand les plaintes, vous allez là-bas vous plaindre ou bien vous dénoncer, c'est qu'on doit analyser, traiter d'abord avant de pouvoir. Et puis, dans le traitement, dans l'analyse, tout peut arriver. C'est tout mon problème. Et là où le problème se pose encore, il semble que cette cellule-là peut proposer aussi c'est-à-dire que les poursuites.
C'est ça. D'accord. Oui, Cette cellule peut également faire des investigations. Des investigations. Donc, en ce moment, c'est pourquoi les gens parlent de conflit d'attribution, de tout ça. Là. Et donc, je crois que ça ne manque pas de pertinence. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan, comme on le dit. Oui, justement, je crois que dans cette il faut attendre que la cellule soit mise en place, voir l'efficacité. Si dans un mois, dans 2 mois, on constate que cette cellule ne produit pas de résultats, on serait là encore revenu là-dessus pour dénoncer. Tout à fait. Parce que le plus important, c'est de travailler à mettre fin à la mauvaise gouvernance, de mettre fin à la corruption qui gangrène le développement de notre pays et qui contribue à empêcher certaines communautés d'avoir de l'eau, des centres de santé, des centres et des et que cette cellule prenne en compte aussi bien les agents du public que le privé, parce que quand vous voyez, c'est beaucoup plus pour le public cette cellule-là sera annoncée. Oui. Roland Tonné-Ikes, Parfait Bokor, nous allons changer de sujet pour parler de l'interpellation des passagers béninois à Abidjan. 2 millions d'euros, 250 000 livres sterling et 84 kilos d'or dissimulés dans leur bagage, interpellés le 27 janvier 2022 à l'aéroport d'Abidjan. Ces passagers ont pris le vol de Cotonou pour Turquie via Abidjan. Bien sûr, les autorités ivoiriennes ont saisi leur homologue du Bénin. Une enquête est ouverte et les responsables de la brigade de la douane de l'aéroport de Cotonou gardés à la BEF. Parfait Bokor, les agents de la douane béninoise ont-ils fait leur travail au départ de ces passagers de Cotonou? On peut parler d'une certaine légèreté parce que quand vous venez à l'aéroport, il y a des gens qui ont été responsabilisés pour contrôler tout ce qui doit sortir du pays. Maintenant, quand on en arrive à constater que, en tout cas, ces métaux précieux-là, on peut quitter le territoire national et c'est à l'aéroport d'Abidjan qu'on a pu intercepter ça. Il va de quoi que l'autorité tape du poing sur la table pour pouvoir interpeller ces gens-là. Et c'est ce qui justifie l'interpellation de ces gens-là, suivi du relèvement de leur fonction, si on peut parler ainsi. Laurent Roland-Tonné-Ikes. Oui, je me pose la question de savoir comment est-ce que ces devises sont rentrées sur le territoire national. On parle de 2 millions d'euros, on parle de 250 000 livres sterling. Comment ces devises sont rentrées d'abord au Bénin avant de quitter le Bénin? Comment est-ce que ces devises sont arrivées au Bénin? C'est arrivé au Bénin tel que ça a quitté le Bénin? C'est la première question. Oui, mais si c'est arrivé au Bénin, c'est que ça a dû prendre par des frontières. Ceux qui ont travaillé au niveau de ces frontières, ont-ils été efficaces? Parce qu'il faut situer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut accuser ou condamner ceux qui sont à l'aéroport de Cardinal Bernardin Cantine de Cotonou. Mais pour moi, il faut pousser plus loin pour chercher à savoir, demander aux mises en cause comment ont-ils pu rentrer sur le territoire national avec ces sous, ou bien qui leur a remis ces sous. Et d'où viennent ces devises? D'où viennent ces devises? Et donc, la première responsabilité. Et déjà maintenant, après, à l'aéroport Cardinal Bernardin Cantine de Cotonou, on sait qu'on a des matériels de dernière génération. Comment est-ce que 2 millions d'euros, vous mettez juste votre sac à main et que vous avez peut-être un petit ciseau dedans, l'appareil doit signaler. Comment en est-on arrivé à passer le scanner avec 84 kg de lingots d'or? Comment en est-on arrivé à passer avec 2 millions d'euros en devise? Ce n'est pas de la monnaie électronique où on dit, bon, même si c'est électronique, on peut mettre un billet comme ça, du billet frais, dans des valises, c'est passé. Là, je me pose la question de savoir, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut rééduquer le citoyen béninois, il faut rééduquer celui qui vient servir le peuple, il faut rééduquer celui qui a fait le serment de servir le peuple. Vous ne pouvez pas être à l'aéroport en tant qu'agent commis de l'État, chargé de mettre fin à cette pagaille et laisser passer une telle somme. Et là, alors, si entre-temps, si ceux qui sont à l'aéroport pour la sécurité ont reçu des instructions peut-être de leurs supérieurs, ils ont maintenant la possibilité de les dénoncer. Et c'est ça aussi le cadre béninois. Le cadre béninois reçoit des instructions de ses supérieurs, les met en exécution sans traçabilité. Et après, c'est eux qui répondent. Parce que quand vous allez devant la juridiction, que vous dites que c'est votre responsable hiérarchique qui vous a donné les instructions, où est la preuve? Vous êtes face à votre destin, face à la situation. Et donc, il va falloir qu'on parle désormais au cadre pour leur dire, écoutez, même si à un moment donné, c'est votre cadre supérieur, votre supérieur hiérarchique qui vous envoie en mission, sachez dire non et laissez tomber. Parce qu'en réalité, c'est votre dignité, c'est votre nom qui compte, c'est le nom de votre famille qui compte, c'est vos enfants, l'avenir de vos enfants qui compte. Parce que dans une telle situation, le supérieur ne va jamais reconnaître les faits. Vous irez en prison pour peut-être 20 ans.
sachant que la CREC ne donne pas moins de, pour ces affaires, ne donne pas moins de 20 ans. Vous irez en prison pour 20 ans. L'avenir de vos enfants est sacrifié. Votre épouse, vous pouvez divorcer et partir et rien, personne ne fera le procès. Parce qu'au moment où vous deviez prendre conscience et faire face à votre vie, votre avenir et l'avenir de votre famille, vous n'avez pas été assez conséquent. Donc, je pense qu'il faut situer les responsabilités, c'est vrai, pour voir qui sont ceux qui étaient à l'aéroport, la société privée de contrôle qui est là, qui sont ceux qui étaient au poste ce jour-là, quels sont les douaniers, les policiers qui sont là, quelles ont été leurs responsabilités dans cette affaire et situer. Mais rappelez au cadre béninois aujourd'hui. Vous parlez des policiers également. Les policiers également. Donc, rappelez maintenant au cadre béninois aujourd'hui que vous allez servir. Mais faites attention pour ne pas servir un homme ou un supérieur ou ne pas vous servir pour être face à la justice seul un jour. Mais servir le peuple. Parfait, Bouko, c'est Abidjan qui a saisi Cotonou. Quelle image dégage le Bénin dans ces conditions? C'est que ça ternit simplement l'image du Bénin. Ça ternit l'image du Bénin. La véritable question qu'il faut se poser, c'est de chercher à savoir qui est le véritable propriétaire du colis. Ouais. Ah oui, le véritable propriétaire du colis, parce que ce n'est pas parce qu'on a mis la main sur deux individus et que forcément ils sont, ils sont les propriétaires quand même de ce colis-là, qui est le véritable propriétaire du colis. Et je dois rejoindre dans ce sens-là Laurent Tournon-Nkès pour dire, mais comment ces produits-là, ces métaux précieux-là, ont atterri sur le territoire béninois pour maintenant prendre part à Abidjan pour aller à Istanbul? Ça, il faut retracer tout ça là. Et quand on va chercher à retracer tout ça là, quand on fera cet exercice-là, on pourra situer les responsabilités comme cela se doit. Sinon, rester là à faire concentrer seulement les attentions sur ceux-là qui sont chargés du contrôle à l'aéroport. Là, c'est comme faire les choses à moitié. Non, je voudrais peut-être ajouter et dire, mais les citoyens dont les noms ont été cités dans certains postes, moi j'ai essayé de faire des recherches sur les noms. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Aujourd'hui, rien n'est caché dans le monde. Il suffit seulement que vous soyez juste sur un réseau social et que bizarrement, quand on tape votre nom, on a au moins une phrase. Oui. Mais j'ai tapé les noms. Vous n'avez rien vu? Rien vu. Dans Google ou sur Facebook, rien vu. Alors, donc finalement, ces gens sont-ils des Béninois? Sont-ils en mission pour des Béninois? Comment c'est arrivé? Maintenant, pour faire rire, peut-être, on nous a appris au collège que nous avons le fait à Lumbu, lors à Pema. On n'a jamais vu lors de Pema. Donc, peut-être que c'est l'heure de Pema qui peut-être qu'aujourd'hui, on a alors ceux qui exploitent de façon abusive notre or de Pema depuis des années. Peut-être que c'est enfin on connaît ceux qui exploitent cette là. Il y a aussi des gens qui circulent avec de fausses identités. Il y a aussi des gens qui circulent avec de fausses identités. Donc, on va attendre la justice pour... Au finish, donc on connaît maintenant peut-être ceux qui exploitent notre or de Pema et qui fait que depuis le collège, on nous a dit qu'il y a l'or de Pema. On n'a jamais vu. Nous avons vu l'or en fait. On a enfin vu l'or. J'espère que la lumière sera faite sur cette affaire et que le directeur de publication, Parfait Bouko, ne nous dira pas encore dans quelques semaines où en sommes-nous avec cette affaire. Et Laura aussi. Pourquoi moi forcément? Je ne suis pas journaliste de la presse écrite, donc je vais faire peut-être des analyses sur la base de ce que les journalistes de la presse écrite écrivent. Le e-service de la Société béninoise d'énergie électrique, on en parle à présent. Pour les abonnés qui ont le compteur post payé, ils pourront désormais payer leurs factures en ligne. Et donc, cette solution a été lancée depuis le 26 janvier dernier à Cotonou. Qu'en pensez-vous? Je vais m'adresser à Parfait Bouko. Qu'en pensez-vous de cette le paiement des factures en ligne, je crois que c'est maintenant que ça se passe peut-être à la SBE2E, sinon cette possibilité elle existait. Quand moi je veux faire mon abonnement Canal+, là, je fais mon abonnement Canal+ à partir de mon téléphone portable. Mais je crois que c'est pertinent, c'est bien arrivé parce que là, quand vous allez dans les guichets de la SBE2E, là, si vous voyez... Et ça dit que c'est long, ça dit que c'est les rangs interminables. Les fils interminables, ces rangs interminables là, vous voyez les temps que vous allez perdre alors que vous êtes parti avec vos ressources, c'est-à-dire payer à la SB2, vous allez voir que si tout le mécanisme, si tout est bien huilé et que celui qui va en ligne pour pouvoir payer sa facture ne peut pas avoir de problème. Parce que là encore, c'est encore un autre souci. Il faut d'abord s'assurer que ce qui a été annoncé là, une fois que les gens vont commencer par expérimenter ça, qu'ils n'auront pas de problème. Donc si tout est bien fait et que les abonnés n'auront pas de problème, je crois que ce n'est pas mauvais. Donc, mais l'autre chose,
j'aimerais inviter aussi cette société à corriger un certain nombre de choses parce que il y a aussi les plaintes ne manquent pas contre cette société-là. Bon, ce n'est pas l'objectif. L'objectif ici, c'est de voir la pertinence ou non de cette révolution ou bien de cette option. Vous pouvez toujours évoquer les choses que cette société devrait corriger. Et non, mais en tout cas, chez moi, en tout cas là où moi je vis, par exemple, on nous a dit que, bon, c'est vrai, hein, il y a une avancée par rapport aux coupures de courant, ce que nous appelons délestage, mais ça continue c'est-à-dire que on continue de couper le courant, vous continuez et ça agit de passer des heures sans électricité. Sans électricité, ça, ce n'est pas sans conséquence parce que c'est là où moi j'ai logé, mon entreprise, mon KFP est là. Et quand ça se passe comme ça, on est obligé de faire avec les portatifs et ainsi de suite, alors qu'il y a un règlement payé. Moi, je n'ai jamais été coupé. Jamais, parce que mon problème, chaque fois quand la facture arrive, je fais toujours l'effort. D'abord, je cotise. Parce que si je sais que je dois payer, c'est que je commence pas à faire mes économies. Et quand ça arrive, les instructions sont données pour que ça soit payé régulièrement. Dès lors que moi, j'arrive à jouer ma partition, la société doit jouer sa partition comme cela se doit. Et parlant toujours de plainte, vous avez lu la dernière fois que la possibilité a été même donnée à des agents de cette société-là. C'est-à-dire que ceux-là qui veulent aller à des départs volontaires de se faire annoncer dans tout ça là. Et je crois que ça n'augure pas de bonnes perspectives. Laurent Roland Tonikès, dites-nous ce que vous pensez de cette solution trouvée par la SB2E, le e-service paiement des factures en ligne. Qu'est-ce que vous en pensez? Avantages et inconvénients? Oui, le e-service, la dématérialisation prônée par le gouvernement de la rupture est une bonne initiative à apprécier. Il faut, quand c'est bon, il faut oser dire que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, on sera là pour dénoncer encore. Mais je crois que en termes de dématérialisation, il y a du temps à gagner. Quand vous regardez les longues files au niveau des guichets SB2E pour payer, et parfois l'insolence de ces agents qui sont des agents de sécurité qui sont capables de vous maintenir debout pour 25 francs toute une journée. Ou de ces femmes qui sont au guichet également. Oui. Donc, oui, j'ai pas j'ai dit les agents. Donc, cette situation vient maintenant régler ce problème, et donc aujourd'hui vous pouvez régler le problème, payer votre facture en peu de temps. Mais le risque, c'est que d'abord c'est une bonne initiative, ça il faut l'avouer, il faut apprécier et dire qu'il faut continuer à ce que nous puissions dématérialiser tout pour que les citoyens puissent gagner du temps, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde perpétuellement en concurrence, et donc ceux qui sont à la traîne perdent du temps et les autres sont en train de gagner de l'argent. Autant mieux faciliter la situation aux citoyens pour qu'on puisse aller très vite. Mais le drame là, c'est qu'on sait que la dématérialisation a commencé par un certain nombre de services déjà depuis un moment. Je prends le e-passeport. Vous pouvez payer en ligne pour avoir votre passeport, avoir un rendez-vous, aller avoir votre passeport. Vous pouvez payer pour d'autres services. Mais on a vu dans la faisabilité de ces services, dans la mise en pratique de ces services, qu'à un moment donné, les gens payent et n'ont pas satisfaction. Et à un moment donné, quand vous payez une fois que vous n'avez pas ça, alors que c'est urgent pour vous, vous êtes obligé de payer encore à nouveau parce que le remboursement n'est pas immédiat. Mais quand après vous devez être remboursé, on vous dit qu'il faut aller au trésor, donc ça pose un problème. Il va falloir qu'on fasse en sorte que si on doit pouvoir aider les citoyens, faire en sorte que le système soit bien huilé pour que le citoyen qui met ses sous et qui me paye soit automatiquement satisfait. Même pour Canal, pour cette chaîne dont parlait notre confrère, qui nous vend les abonnements par mois, il est arrivé où des gens ont payé et n'ont pas eu l'abonnement. Donc, tout n'est pas rose. Ça, c'est vrai. Tout n'est pas rose. Et donc, voilà des exemples. Et donc, pour ce faire, il va falloir, puisque quelqu'un qui doit payer pour une facture de 150 000, c'est un exemple que je donne, et c'est peut-être ce qui lui restait à la maison, et qu'il arrive à en payer en ligne, mais que le système ne prend pas en compte parce qu'il y a un problème de connexion. Parce que pour faire ce truc-là, il faut d'abord... Devrait-on couper celui-là? Malheureusement, on va le couper parce qu'on n'a pas le preuve là-bas qu'il a payé, parce que le système a dysfonctionné à un moment donné. C'est pourquoi, pour ce service, il va falloir revoir le débit de la connexion, revoir avec les opérateurs GSM comment réguler, en tout cas avoir une bonne connexion pour faciliter la tâche, parce que quand la connexion commence à bugger, vous payez, mais le système ne prend pas en compte d'abord. À un moment donné, les agents peuvent venir vous voir, vous couper, alors que vous avez déjà envoyé vos sous. Et dans ces conditions, qui va réparer les dommages? Vous rentrez dans un procès interminable, et sachant que vous êtes face à l'État, rien n'augure que vous allez gagner le procès. Donc c'est autant d'éléments sur lesquels je pense c'est une bonne chose, et le gouvernement fait bien, il faut l'apprécier, mais dans une certaine mesure, il vaut mieux
mieux étudier les contours pour que les citoyens n'en arrivent pas à subir les conséquences. Maintenant, dématérialiser ne veut pas dire fermer les guichets. Donc les guichets restent ouverts, sauf erreur de ma part, pour dire quoi, si vous avez encore le temps et que vous n'avez pas d'occupation, le mieux, moi, à mon niveau, j'aurais préféré aller au guichet payer tout simplement plutôt que de m'adonner à ça. Je ne décourage pas les gens. Les gens feraient mieux de le faire, ça leur permet de gagner du temps. Mais si vous avez le temps, pourquoi ne pas leur peut-être essayer de vous promener un peu et aller payer vous-même votre facture. Lorsque vous avez le temps et vous subissez les changements d'humeur non, justement, c'est mieux, oui. Vous essuyez vos fesses sur des bancs. Aujourd'hui, on a dit à l'entame de cette émission, il y a une cellule de dénonciation des plaintes, non? C'est peut-être l'occasion maintenant de mettre à l'épreuve cette cellule de dénonciation des plaintes. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'aujourd'hui, moi je vais, en tout cas, depuis que ça a été ainsi, je vais dans un guichet, dans un service public et que je suis mal servi. Souffrez, cet argent va faire les frais, puis je vais le dénoncer, ça, sans état d'âme. Pour vous dire quoi? Dans une certaine mesure, je dis ce que je dis, je ne dis pas qu'il ne faut pas payer en ligne, mais si vous avez le temps d'aller payer encore au guichet, oui, forcément, M. Laurent, on doit maintenir les guichets ouverts parce que combien de nos parents disposent des téléphones Android? Justement, non, c'est pourquoi voilà, je dis... Voilà, donc cette réforme-là, c'est beaucoup plus pour les grandes villes. Hein. Oui. Oui, sinon, dans les villages, là, est-ce que ce que nous appelons e-service, tout ça, là, est-ce que les gens... La SONEB ne devrait-elle pas emboîter les pas à la SB2? Forcément, c'est dans la même dynamique, ça viendra. Et parlant même de ce service de dématérialisation, je dois dire que moi, j'ai été victime. Par exemple, quand j'avais voulu faire mon casier judiciaire, j'ai envoyé, ils m'ont défalqué les sous. Mais comme ce n'est pas beaucoup, je ne sais pas comment aller chercher ça au trésor public. Parce que s'il faut mettre du carburant dans ma voiture pour aller jusqu'à Cotonou, pour aller chercher ça, il vaut mieux laisser. Est-ce que finalement vous avez eu votre casier judiciaire? Non, jamais. Il a fallu que je me déplace pour aller faire ça là-bas. Donc parfois, je crois que la présence physique... Effectivement, ça bug parfois avec les soucis de connexion. Oui, il faut revoir juste la connexion. Une fois que le problème de la connexion est réglé, je crois que tout sera réglé. On peut donc faire confiance donc à ce e-service, pourquoi pas. Bien évidemment. Et ce n'est pas tout, hein. Revoir la connexion et faire les choses en sorte que les gens aient de l'argent dans le pays pour que les gens, tout le monde ait de téléphone Android, même à défaut que tout le monde ait de téléphone Android, quand même que la majorité ait ça, parce que c'est l'objectif. Hein. Si vous n'avez pas de téléphone Android, comment vous ne pouvez pas. Oui, c'est ça. Laurent Anthony Kess, parfait Bocor, nous allons aborder un autre sujet. Le Conseil des ministres du mercredi 2 février a décidé de l'instauration des redevances à l'exportation sur certains produits. Et puis ces mesures selon le gouvernement sont destinées à freiner les sorties incontrôlées de vivriers qui occasionnent une flambée injustifiée des prix et à assurer la disponibilité intérieure nécessaire à la consommation nationale. Laurent Roland Toneikes, est-ce que cette mesure prise par le gouvernement est véritablement la solution qu'il faut pour régler le problème que pose le gouvernement? Bon, pour le gouvernement, c'est la meilleure solution pour maintenir en tout cas la vente des produits vivriers au plan interne. Mais pour moi, est-ce que c'est vraiment la solution? Vous faites bien de poser la question. Je suis partagé entre satisfaction et non-satisfaction par rapport à cette mesure. C'est vrai qu'il faut décourager la sortie massive des produits vivriers qui constituent la source de l'inflation, de ce qu'on constate dans nos marchés. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait en amont pour empêcher cela? C'est là ma question. Vous voyez, je prends un exemple à tout hasard. Mon parent qui est paysan à Alada fait son maïs. Au moins, il doit faire le maïs, n'a pas eu l'accompagnement de l'État, ne serait-ce qu'une subvention, ne serait-ce que l'accompagnement de l'État en termes de conseil. Il y a des gens qui sont dans les ATDA qui peut-être ne font rien jusqu'au soir et qui dorment, mais qui à la fin prennent leur salaire et qui pourraient être sur le terrain pour conseiller les paysans et qui ne le font pas. Vous vous rappelez, moi, j'ai grandi dans un village où avant, il y a ceux qu'on appelait les glégans. Les glégans, ceux qui ont fait les villages peuvent se rappeler de ça, qui étaient dans les villages pour conseiller les producteurs. Si je n'ai pas eu de conseiller, mon parent n'a pas eu de conseiller pour faire sa production et qu'il n'a pas eu de subvention et qu'il en arrive à produire 2 tonnes de maïs alors que nous sommes dans un système jusqu'à là où je vous parle, à moins qu'on ait changé il y a une minute avant qu'on ne vienne sur le plateau, nous sommes dans un système capitaliste. Et le système capitaliste, c'est la recherche du profit. Donc quand je produis mon truc, je recherche mon profit.
Et on ne peut pas m'empêcher de rechercher mon profit. Parce que même ceux qui sont à la tête de l'État, nous connaissons, ont vécu dans ce système capitaliste, ont recherché leur profit tout le temps. Donc moi, paysan, dans mon champ, je fais mon maïs ou mon ananas, je recherche mon profit. Maintenant, si l'État doit m'emmener à réguler la vente de mes produits pour que je ne puisse pas chercher mon profit, de sorte à mettre en difficulté la disponibilité de mon produit sur le plan national, il faut qu'en amont, l'État m'accompagne. Maintenant, ici, l'État n'accompagne pas pour autant les producteurs. L'État n'accompagnait pas, puisque dans cette décision, l'État a dit que les taxes qui seront prélevées j'en viens. À disposition pour aider un peu ces cultivateurs. Oui, justement, on dit que l'argent, on a mis, je crois, 10 francs sur le beurre de karité, 20 francs sur le cajou, 30 francs sur le soja, et puis 50 francs sur le maïs et le manioc, le gari. C'est vrai, c'est bon, mais je dis dans une certaine mesure, est-ce que c'est cette taxe qu'il faut instaurer maintenant pour retourner aux producteurs, alors qu'en réalité, on aurait pu le faire avant? C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une mauvaise mesure, mais je dis une chose. Une fois que l'État subventionne ou bien l'État a des agents qui suivent le producteur dans son champ, quand je sais que le producteur a produit 50 tonnes de maïs, je peux lui dire en tant qu'État, oui, c'est toi qui as produit. C'est une réquisition? Non, pas une réquisition, mais c'est dans une sorte, puisqu'il y a l'accompagnement en amont, l'État ne peut pas le producteur ne peut pas s'opposer à ça. L'accompagnement déjà fait que le producteur est obligé de composer avec l'État. Et donc, si les 50 hectares de tonnes de maïs que je produis, on peut me dire, bon, pour te faciliter la tâche, on t'autorise à rendre disponible 35 000 tonnes sur le plan national, sur le marché local, et 15 tonnes à l'extérieur. Parce qu'au-delà de tout, on fait le travail pourquoi? Pour se faire de l'argent. Donc, si je dois produire et qu'on m'oblige à vendre uniquement mon maïs sur le plan national à 125 francs, alors qu'au Togo, si je dois aller au Nigeria, je dois vendre ça à 250 francs, ça me permet de gagner 125 francs de plus. L'argent, là, quand je vais vendre à l'extérieur, l'argent va où? Ça revient dans mon pays. Et ça permet à construire mon pays. Donc, de ce point de vue, j'estime... Ça revient dans votre pays, dans votre poche. Dans votre poche, mais vous investissez dans le pays. Le producteur qui vend cher, qui a les moyens, va produire plus une prochaine saison et va embaucher plus de main-d'œuvre. C'est de ça qu'il est question, c'est ça que nous oublions parfois. Donc, je pense que dans une certaine mesure, il faut que l'État travaille en amont à accompagner les producteurs, de sorte à composer avec les producteurs pour savoir quelles sont les quantités, les superficies emblavées, et maintenant leur demander maintenant à l'hectare. Puisqu'on dit, par exemple, regardez, le ministre de l'Agriculture prend du plaisir à dire que nous avons eu tel hectare. On a emblavé telle superficie. Non, oui, nous ne savons pas qu'on a telle tonne de coton à l'hectare. Oui, on nous a dit, on sait, ils nous ont dit la quantité de maïs produite en 2020, en 2021, une quantité de riz. Mais aujourd'hui, si on accompagne mieux, la quantité peut être augmentée et ça peut engager plus de main-d'œuvre et ça va donner plus de devises aux producteurs en vendant une partie à l'extérieur, plus de devises rentrent sur le territoire national et ça contribuera plus à développer le pays. Tout à fait. Oui, votre réaction sur cette décision du gouvernement? Oui, le problème, c'est que le véritable problème, c'est qu'on parle de la cherté de la vie. Et tout le monde crie et on appelle le gouvernement au secours pour des mesures, en tout cas pour soulager un peu le panier de la ménagère, c'est ça. Donc, la solution qui pourrait paraître plus efficace, c'est la mise en place de subventions. Le gouvernement a pensé que si il travaillait à rendre les produits disponibles dans le pays et que ces produits-là, ça dit que pourront baisser de prix parce que tout est parti en fait d'une étude. Et l'étude, c'est que les gens ont constaté que depuis quelques mois là, que les produits ont commencé par coûter et les coproduits ont commencé par coûter cher. Donc il faut travailler à maîtriser la sortie incontrôlée des produits c'est-à-dire hors du territoire, pour que ces produits-là soient disponibles au pays, pour que les prix de ces produits-là puissent baisser. Mais moi, j'aurais proposé carrément que s'il y a possibilité, c'est vrai que c'est difficile, mais qu'on mette en place des subventions pour quand même faire baisser, en tout cas pour les denrées de première nécessité, qu'on baisse. Parce que quand je dois acheter du riz, le kilo à 800 francs, ça pose problème, alors que le matin, je dois donner petit déjeuner, acheter le riz, ainsi de suite, là, ça pose problème. Et chaque jour, quand on se lève... Il y a même riz à 1200, 1300. Oui, chaque jour. Non, mais moi, on n'en mange plus. Combien de personnes mangent encore riz de 1200? Vous avez le stock, mais vous ne pouvez pas écouler le stock. On n'en mange plus. Si vous avez la chance de tomber encore sur les riz dont le kilo est à 500 francs, c'est bon.
vous achetez, puis les enfants s'en contentent. Mais aujourd'hui, parler de riz parfumé, non, il n'y a plus de parfum à mettre dans un riz aujourd'hui avant de prendre. Parce que la situation ne permet plus de chercher à prendre du riz parfumé. Donc, le problème, c'est comment faire pour contrer la cherté de la vie. Parce que, sincèrement, ça là, à ce niveau, quels que soient les efforts que le gouvernement fait, je constate que le gouvernement aime beaucoup plus les solutions faciles. Pour moi, c'est une solution facile. C'est une solution bien facile parce qu'aujourd'hui, vous voulez, c'est quoi? C'est une solution pour décourager oui, non, mais c'est pas décourager. Les produits. L'objectif à terme, c'est que nous, on doit pouvoir ressentir dans nos ménages que, avec le peu qu'on a là, on arrive à acheter facilement. C'est-à-dire quand on va dans les marchés. Mais si aujourd'hui, je vais au marché et je constate que je n'arrive pas à acheter parce que tout coûte cher, c'est que tout ce que le gouvernement aura fait là, excusez-moi, c'est peut-être de tout, c'est zéro. Vous voyez, non? Donc ce que moi, j'aurais souhaité, c'est qu'on fasse en sorte que le peu que, parce que l'argent ne circule pas. Si quand on le dit, si c'est un problème, moi je le dis, l'argent ne circule pas. Peut-être que ça circule à un niveau donné. Mais en tout cas, nous, on travaille. Parce qu'on dit que c'est les paresseux qui n'ont pas de l'argent. Parfois, il y a des gens qui travaillent, ils n'ont pas de l'argent. Vous travaillez, vous faites des prestations à quelqu'un, il ne vous paie pas. Parce qu'il vous dit, par exemple, je vais vous payer à une date, il ne vous paye pas parce que lui-même n'a pas encore de la liquidité. Vous allez tuer cette personne-là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je pense aussi que, en fait, dans une certaine mesure, quand on pense que c'est la sortie des produits qui justifie peut-être l'inflation sur le plan local, ce n'est pas tout à fait vrai pour moi. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, si l'agriculteur est accompagné dès le départ et qu'on se connaît la quantité emblavée, la superficie emblavée et la quantité récoltée, c'est qu'on peut, dans une certaine mesure, avec lui, en tout cas avec les producteurs, fixer un prix de vente aux commerçants qui, en réalité, à ce niveau, on peut contrôler les prix. Mais si le monsieur n'est pas accompagné et qu'il a son... Même si vous dites qu'il ne va pas sortir, il ne va pas sortir. Il peut mettre ça dans son grenier et protéger dans une certaine mesure jusqu'au jour où des gens seront en manque qui viendront vers lui et il dira c'est à ce prix que je vais vendre. Quand on a parlé de cassoulet, vous pensez que c'est parce que le cassoulet est produit au Bénin, que c'est sorti du Bénin, que c'est allé à 3500? C'est faux. C'est parce qu'à un moment donné, des gens, le cassoulet, ont stocké ça. Et à un moment donné, celles qui veulent acheter ça pour revendre ça pour la période des fêtes, sont allées demander, on leur a dit, mais si je dois te vendre ça, je te vends ça à ce prix. Si tu n'es pas d'accord, laisse. Ça veut ou pas? Veut ou pas. Et les gens ont été obligés d'acheter. Donc, le fait de penser que l'inflation au plan local est justifiée par le fait que les gens sortent des produits, ce n'est pas tout à fait vrai. Il va falloir travailler à composer avec les producteurs locaux et contrôler avec eux, en tout cas en les accompagnant. On a le pouvoir de contrôler et quand on finit de contrôler, on peut maintenant, au niveau des femmes, au niveau des marchés, dire vous avez acheté peut-être le maïs à 125, vous ne devez pas vendre ça à 200 francs, on vous permet de vendre ça à 150 peut-être pour gagner 50 francs. Là, on peut maîtriser l'inflation. Autrement, on serait là à prendre des décisions, mais qui n'apporteront rien au finish. Il travaille beaucoup plus aussi à desserrer les ceintures, à faire desserrer les ceintures. Laurent Roland-Tony Kess, parfait, beaucoup, c'est déjà terminé pour le temps qui nous est imparti. J'aurais bien aimé qu'on aborde les cas de viol répétés encore au Bénin, les cas de viol qui persistent. Vous devez le savoir, cette semaine, c'est une fille de 14 ans qui en a été victime. Elle est donc tombée enceinte contre son gré. La présidente de l'Institut national de la femme a réagi quand elle a appris l'information. J'aurais bien aimé qu'on l'écoute, mais nous allons y revenir dans le prochain numéro du Forum de la rédaction. Laurent Roland-Tony Kess, votre mot de fin? Je dirais, pour finir, que le gouvernement actuel fait des efforts. Il ne faut pas perdre de vue qu'ils font des efforts, mais seulement qu'à un moment donné, il y a que certaines décisions sont prises. On se pose la question si c'est vraiment pour le bien de la population, si le chef est bien conseillé. Je voudrais leur dire ce matin que il va falloir, dans une certaine mesure, regarder la situation du Béninois dans bien des décisions. Et au cadre qui pense qu'en voulant servir, il faut se servir, qui se trompe. Parce qu'en réalité, tôt ou tard, ça rattrape. Ça peut être dans 10 ans, on peut vous rattraper. Et vanité des vanités. Vous aurez battu pour remplir vos poches des devises de l'État sans pouvoir rendre service à la communauté. Mais tôt ou tard, soit vous le payez ou votre progéniture va payer. Parfait, beaucoup. Et je vais dans le même sens que Laurent Torinquès pour dire pour appeler les gouvernants, les décideurs à faire en sorte que la cellule qui sera créée à la présidence là ne soit pas une cellule de plus.
Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Diaspora FM, Eden TV également. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui sur le forum des rédactions Laurent Roland Tonique, journaliste, analyste. Nous avons reçu également Parfait Bokor. Il est directeur de publication du journal Dynamisme Info. J'y suis arrivé. Nous avons parlé de plusieurs sujets. Nous avons parlé de la création d'une cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations CDP à la présidence. Vous avez suivi leur avis. Nous avons parlé de l'interpellation de passagers béninois à Abidjan, du paiement des factures de la SB2E en ligne. Et nous avons abordé d'ailleurs l'instauration par le gouvernement des redevances à l'exportation. On aurait bien voulu, comme je vous l'ai dit, aborder le dernier sujet, mais nous y reviendrons vendredi prochain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très vite.